Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette table ronde dédiée pour la rentrée scolaire de cette année 2025-2026. Cette table ronde donc sera animée, bien sûr, par les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à savoir l'inspecteur général de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdou Ali, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité, Khalid Abdelaziz, la directrice générale de la scolarisation, Lula Ali Elabe, et enfin la directrice générale du centre de formation du personnel de l'éducation, Naïma Hassan Kodar. Bien sûr, cette table ronde aura attrait à plusieurs questions, mesdames et messieurs, concernant les orientations prioritaires pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Bien sûr, honorables invités, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à cette table ronde pour pouvoir éclaircir plusieurs sujets. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons donc poser la première question qui est, veuillez résumer en quelques mots la vision et les orientations générales du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Bonsoir. Okay. Merci pour cette invitation. Donc voilà, je vais vous présenter la vision pour cette rentrée 2025. Donc cette année scolaire a été bien sûr préparée déjà depuis plusieurs mois durant l'année scolaire dernière. Donc la rentrée s'est bien déroulée, tant au niveau des élèves, des infrastructures, des enseignants. C'est une rentrée aussi qu'on a préparée dès fin août par la formation des acteurs de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, les chefs d'établissement. Et voilà, pour cette année scolaire, le mot d'ordre, c'est la performance. Donc il s'agit de monter en performance, que ce soit au niveau des établissements, la performance des établissements, le renforcement de la formation continue. Et nous allons détailler tout à l'heure aussi, mais aussi par la mise en place d'un système d'assurance qualité. Et aussi, il y a le renforcement aussi cette année et aussi du système d'information du ministère, de la récolte des données, de la gestion du ministère par les données. Et aussi, cette année aussi, c'est suite à la loi de réorganisation du ministère qui est passée l'année dernière. Donc il y a la partie région qui est mise en œuvre cette année, donc le renforcement du pilotage des régions qui est mis en place. Et nous allons revenir aussi sur ce sujet. Je voudrais parler tout d'abord de l'Observatoire de la qualité des enseignements et apprentissages et dire très rapidement ce qu'il en est et puis un peu les réalisations qui ont été faites. D'accord. Voilà, donc l'Observatoire qui est né en 2017 suite à un colloque de 2016 qui porte sur la qualité des enseignements et apprentissages. Et ce colloque a donné lieu à un fascicule que je montre ici et qui récapitule toutes les recommandations qui ont été faites lors du colloque. Ça s'intitule les actes du colloque sur la qualité des enseignements et apprentissages. À partir de ce document et de ces recommandations, l'Observatoire agit sur deux axes essentiels. Notre expertise sur le terrain se résume de la façon suivante. On agit sur les réformes curriculaires, sur la révision des supports pédagogiques, sur la formation même des inspecteurs stagiaires, sur les différentes évaluations des chefs d'établissement qui se déroulent sur le terrain, et également tout ce qui concerne ce qu'on appelle les projets clés du ministère, à savoir DEGRA, EGRA, PASEC, l'ETIS et j'en passe. Donc, d'une part, nous agissons sur le terrain de cette façon, et ensuite, l'Observatoire a mis en place, ici je vais vous montrer également, une revue. Cette revue semestrielle, qui est la revue de l'Observatoire, il y a jusqu'à présent 13 500 revues qui ont été éditées, imprimées et diffusées sur le terrain. Cette revue, à l'intérieur, nous avons mis des articles clés qui portent sur la pédagogie et sur la didactique, qui sont rédigés par des experts nationaux, avec bien sûr la collaboration
de l'inspection générale et des entités du ministère de l'Éducation nationale, à savoir le CFN, et le CRIPEN que je salue ici parce que c'est le CRIPEN qui édite ce genre de revues. Donc ce sont des revues qui sont éditées tous les 6 mois. Et on trouve à l'intérieur énormément de thématiques, plus de 150 thématiques qui ont été traitées et qui portent sur les pratiques pédagogiques, sur la pédagogie, l'administration, ainsi de suite. Donc voilà ce qui est pour l'Observatoire de la qualité des enseignements-apprentissages, qui reste quand même, il faut bien préciser que cette revue en question finalement joue le trait d'union entre le terrain, le ministère et l'Observatoire. C'est l'interface dynamique que joue cette revue, et elle confère également un positionnement privilégié pour l'Observatoire. Il devient un centre de ressourcement pour tous les acteurs de la famille éducative qui viennent se ressourcer à partir de ce document de référence. Voilà très brièvement ce qu'il en est pour l'Observatoire. Donc on passe ensuite à l'assurance qualité, si vous voulez que je développe tout de suite l'assurance qualité. Donc l'assurance qualité, c'est un nouvel concept qui, comme son nom l'indique, il s'assure si la qualité de l'enseignement-apprentissage est bien présente. Cette qualité, Comment vous évaluez? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc pour pouvoir véritablement dire que la qualité existe, il faut d'abord l'identifier, ensuite la mesurer à travers des diagnostics et à travers également des indicateurs et des normes internationales, nationaux que nous avons mis en place. Vous avez, pour le SAC, nous avons rédigé également un document cadre. Dans ce document cadre se trouvent les finalités, les objectifs, les normes standards, et il se trouve également à l'intérieur des indicateurs, plus d'une centaine d'indicateurs qui sont ici mis en place pour justement l'évaluation en question dont vous parlez. Il y a également à l'intérieur un questionnaire qui récapitule au moins une centaine de questions qui servent d'auto-évaluation pour les chefs d'établissement ou les enseignants ou même les inspecteurs. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'inspection, comme je le disais tout à l'heure, avec l'inspection générale et également avec les différentes entités de notre ministère. Donc voilà grosso modo un peu le SAC. Le SAC, c'est l'abréviation du système d'assurance qualité. Et cette année est une priorité pour le ministère. Parce qu'il faut bien le préciser, le SAC ne concerne pas uniquement les établissements scolaires, mais ça concerne toutes les entités du ministère et le ministère lui-même. C'est du sommet jusqu'à la base. Ce système d'assurance qualité est appliqué aujourd'hui. Voilà, pour guider, réguler et remédier. Il y a donc à tous les niveaux, ce système d'assurance qualité va être appliqué. Ce qu'on va faire cette année, on va faire une expérimentation. Nous avons identifié 6 établissements scolaires, 2 de la base, 2 du collège et 2 du lycée, et nous allons mener une expérience de cette assurance qualité en question. Comment on le comprend, comment on l'applique, comment on l'évalue, comment on le calcule, parce qu'il y a des statistiques qui vont sortir. Et à partir de ces statistiques, il y aura des recommandations qui vont être faites et qui vont servir à l'aide à la prise de décision de notre ministère. Donc voilà grosso modo un peu ce que je peux dire dans un premier temps sur l'assurance qualité qui est essentielle pour cette année et qui, comme je le disais, concerne tous les niveaux, de la politique éducative jusqu'à l'enseignant. Voilà. Chacun va se mesurer à partir de ces grilles. Il y a des grilles ici, il y a des indicateurs très précis, il y a des critères qui sont là, et à partir de ça, chaque niveau pourra s'évaluer, ou il y aura également dans chaque établissement ou dans chaque école, il y aura des points focaux qui vont travailler essentiellement sur cette qualité en question.
Est-ce que ce projet sera essentiellement concentré juste dans Djibouti-Ville ou c'est toujours aussi dans l'ensemble des établissements, même à savoir ceux des régions de l'intérieur? C'est tout le monde. Tous les établissements sont concernés. Voilà, l'expérimentation cette année, on l'a fait ici, après on généralise. Vous Mais généralisez. cette année, on mène la formation dans les régions. Dans les Il faut régions. d'abord former, D'accord. il faut que la philosophie du SAC soit comprise au départ. Exactement. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que l'assurance qualité pour pouvoir l'appliquer. Donc cette année, on va s'étaler sur la formation et la communication au niveau des régions. On fait une petite expérience au niveau des établissements dans la capitale. Et l'année prochaine, ça va être beaucoup plus large sur l'étendue du territoire que le SAC va être conduit. D'accord. Voilà grosso modo un peu une des priorités, la priorité on va dire du SAC cette année. D'accord. Voilà. Merci au secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité. À présent, je passe la parole à la directrice générale du Centre de formation du personnel de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Madame Naïma Hassan Akoudar. Bonsoir. Toujours la même question, la vision et les orientations du ministère pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Alors, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de présenter le MENFOP au sens plus large et notamment les grandes orientations de ce ministère. Donc, pour ce qui est du centre de formation, les grandes orientations du ministère sont d'élargir, d'accord, comme il a été d'ailleurs visible dans la loi organique juillet 2024. L'organigramme du centre a évolué. De CFF, en charge de la formation des enseignants, il est passé à CFN, Centre de formation de l'éducation nationale. Donc des missions beaucoup plus larges qui consistent notamment à la formation et au renforcement des capacités de tout le personnel du MENFOP, quel que soit le profil, donc le personnel administratif, le personnel d'encadrement, les enseignants, bref, toute la chaîne du système éducatif. Et comme il a été stipulé d'ailleurs dans la circulaire de rentrée de cette année, le cap, c'est celui de la performance. La performance de tout le système éducatif qui passe forcément par la formation. Donc, jusqu'à là, le centre de formation était chargé de la formation initiale des enseignants qui continue, mais également de la formation continue des enseignants et du personnel. Donc, à ce titre-là, un travail collaboratif avec l'inspection générale a permis de mettre en place un plan annuel de formation qui regroupe plusieurs volets. Donc, ce plan qui concerne aussi bien les enseignants que les personnels administratifs des établissements scolaires, les chefs d'établissement, les adjoints, le personnel d'encadrement, le personnel de la vie scolaire, mais également des enseignants. Donc, la priorité cette année, c'est le renforcement des capacités du personnel et dans ce sens-là, de toucher en fait à tous les maillons de la chaîne éducative. Donc, je parlais tout à l'heure de réorganisation de l'organigramme du CFN. Donc, outre les deux directions qui existaient auparavant, à savoir la direction de la formation initiale et continue et la direction du partenariat et de l'innovation, s'est ajoutée une troisième direction dans cette loi organique. Il s'agit de la direction de la recherche-action. Donc, cela témoigne, bien entendu, de la volonté du ministère de mettre la recherche au centre de ses activités, et notamment la recherche concernant les élèves, les enseignants et tout ce qui touche à notre système éducatif. Donc, pourquoi l'importance est donnée à la recherche-action? Compte tenu des évolutions technologiques. Donc, il va de soi que le système éducatif évolue. Et donc, le MENFOP,
voilà, doit accompagner et mettre en place. D'accord. Donc peut-être je donnerai un peu plus de détails sur cette question-là. D'accord. Mais toujours est-il que les innovations pédagogiques, la recherche, développer l'esprit, on va dire, critique, développer cette volonté de se former, de s'auto-former, de faire de la formation tout au long de la vie, du personnel éducatif, constitue quand même une des priorités du ministère. D'accord. Juste une question. Vous avez souligné que cette année, parmi les priorités du ministère de l'Éducation nationale, figure le renforcement des capacités du personnel éducatif. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à prendre comme priorité, l'une des priorités, le renforcement des capacités du personnel? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Le choix, il est évident. Les métiers évoluent. Et le ministère évolue. Et la nécessité est bien là de former tout un chacun à son propre métier. Donc les prérogatives du centre ont été élargies pour répondre à ce besoin, de continuellement on va dire, se renouveler dans sa fonction. Vous savez très bien que de nos jours, les évolutions du numérique gagnent du terrain, d'où le besoin quand même de se mettre à jour et actualiser les performances du personnel du Manfop. D'accord, merci beaucoup. À présent, je passe la parole à la directrice générale de la scolarisation, Loula Ali Elabé. Loula, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours la même question, la vision et les orientations du ministère pour cette nouvelle année rentrée scolaire 2025-2026. Assalamu alaikum. Bonsoir Mohamed, merci de nous avoir invités à cette table ronde pour parler de la rentrée scolaire des orientations du ministère. Alors, une des plus grandes orientations du ministère est de garantir un accès à une éducation inclusive, équitable et de qualité. Quand on parle d'éducation inclusive, c'est quoi exactement? Une éducation inclusive, c'est une éducation qui ne met aucun enfant à l'écart, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit sa situation sociale, quels que soient ses besoins spécifiques, quel que soit son genre et quelle que soit sa situation de réfugié. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Par rapport à la situation géographique, nous avons créé des écoles un peu partout dans toutes les régions. Rien que l'année dernière, nous avons inauguré une dizaine d'écoles dans les localités les plus reculées de la République de Djibouti. Je peux citer quelques écoles comme Hilbale, Kourtoumale, Akhta, Galile, Gadid, Orqallo, Ali Sabiye, Swali, Bisidourou à Obok, et encore à Hagande et Ot'oy à Tadjoura. Donc voilà, par rapport à la création d'écoles et pour la situation géographique pour les enfants des régions. Et maintenant, si je passe aux enfants à besoins spéciaux. Vous savez qu'à Djibouti, il y avait depuis une dizaine d'années deux centres. Un centre dédié aux enfants malvoyants et non-voyants et un deuxième centre pour les enfants malentendants et sourds-muets. Il y a 2 ans, nous avons créé un centre spécialisé qui réunit les 2 handicaps que je viens de citer, mais se sont ajoutés aussi les enfants qui avaient une déficience mentale. Donc cette année, non, je vais revenir d'abord par rapport au centre spécialisé. Nous avons fait appel à des experts cubains, 7 experts cubains qui sont venus nous accompagner dans la mise en place de ce centre spécialisé et dans la formation des enseignants et de l'équipe de direction. Cette année, nous avons l'intention d'ouvrir un centre spécialisé par région, dans les 5 régions, par région, Inch'Allah. Et par rapport à la situation des enfants réfugiés, nous avons déjà des écoles à Holhol, à Obok et à Ali Adé. Ce sont des écoles primaires, c'est une école primaire, en même temps collège, en même temps lycée. Nous avons traduit les manuels scolaires du CRIPEN en anglais pour ces enfants réfugiés et
Mais chaque année, il y a des enfants qui se distinguent avec des mentions très bien. À ce bac dédié aux réfugiés, c'est un bac spécial réfugiés. Maintenant, par rapport au genre, pour la scolarisation des filles, vous savez qu'à Djibouti, la parité, elle est atteinte. Hein. Il y a autant de filles que de garçons dans les écoles. Mais ce n'est pas le cas dans les localités reculées de la République de Djibouti. Donc, l'année dernière, le ministère a élaboré une stratégie pour la scolarisation des filles, faire en sorte que toutes les filles de la République de Djibouti soient scolarisées. Et nous allons mettre en œuvre cette stratégie. Et avec le nouvel organigramme, le ministère s'est doté d'un service genre qui surveille la scolarisation des filles et lequel service a une antenne dans chaque région. Donc voilà pour ce qui est de la scolarisation des filles. Maintenant, l'année dernière, il y a 3 ans, on a mis en place ce qu'on appelle un PEA, un programme d'éducation accélérée qui était dédié aux enfants hors de l'école. Quand on dit enfants hors de l'école, ce sont peut-être des enfants déscolarisés, c'est peut-être des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Donc on les a pris dans les classes de toute la République de Djibouti, que ce soit les régions, la République de Djibouti, et c'est les après-midi qu'ils allaient à l'école. Donc nous avons pu scolariser 11 446 jeunes. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 niveaux, un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et au bout de niveau 3, ils passaient un test. Et les enfants qui réussissaient à ce test, on les injectait dans les collèges. Il y a eu aussi, par rapport aux écoles informelles, quand on parle d'écoles informelles, ce sont les écoles coraniques, par exemple. Elles sont informelles. Donc, on a mené une enquête par rapport aux élèves qui fréquentaient ces écoles informelles. Et on a trouvé presque 6 788 élèves qui fréquentaient les écoles coraniques. Et qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé cette année de formaliser. C'est une centaine d'écoles. On ne peut pas toutes les formaliser la première année, mais par tranche. On va les formaliser, on va leur proposer un programme. Ils vont continuer à enseigner le Coran, ça c'est sûr, mais ils vont ajouter les mathématiques en arabe. Donc voilà, maintenant pour étayer un peu mes propos, je vais parler chiffres. Par exemple, je vais essayer de comparer deux années scolaires, l'année scolaire 2016-2017 et cette année scolaire 2025-2026. Alors pour le préscolaire, en 2016-2017, il y avait 2068 élèves. Cette année, nous avons accueilli 9801 élèves, donc en augmentation de 37%. Pour l'enseignement primaire, en 2016-2017, nous avions accueilli 61 846 élèves. Cette année, nous accueillons 84 1034 élèves. Là, nous avons 36% d'augmentation. Pour l'enseignement moyen, nous avons accueilli en 2016-2017 39 069 élèves. En 2025-2026, nous accueillons 50 526 élèves. Là, nous avons une augmentation de 29%. Pour le secondaire général et professionnel confondus, nous avions accueilli 21 703 élèves. Cette année, nous accueillons 27 571 élèves. Là, nous avons une augmentation de 27%. Donc, pour conclure, je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, nous avons des avancées notables dans ce domaine de la scolarisation et nous avons l'ambition de prochainement déclarer la scolarisation universelle. Et bon, ça, c'est l'accès à l'école. Maintenant, c'est la performance et je vais y revenir dans la prochaine question. Merci bien. Merci à vous. Là, je crois que sur ce point-là, nous sommes tous d'accord parce que nous avions observé l'année dernière l'inauguration officielle de plusieurs établissements scolaires dans les régions de l'intérieur et plus précisément dans les localités les plus reculées. Cela, bien sûr, répond à ce que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a souligné récemment lors d'une rencontre avec l'UNICEF,
à ce que chaque enfant, peu importe là où il est, puisse avoir accès à une éducation de qualité. Et ceci, je crois, est aujourd'hui chose faite dans la mesure, comme vient donc de le préciser Lula, avec ces chiffres, bien sûr, et qui ne cessent d'augmenter. Et bien sûr, avec l'inauguration de ces établissements qui, eux aussi, je crois, d'autres sont en cours de construction. Mesdames et messieurs, il faut savoir aussi que la construction de ces établissements va de pair avec des cantines. Ce n'est pas uniquement des salles de classe qui sont construites. Il y a tout un programme qui est inclus, à savoir un centre de santé, une cantine pour les enfants. Ce programme large, bien sûr, d'élargissement de cette éducation et d'inclusion a commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est chose faite et je crois que très prochainement, comme l'a souligné la directrice de la scolarisation, nous allons atteindre la scolarisation universelle. Merci à vous. Là, on va entamer la deuxième question. La deuxième question, bien sûr, qui est de quels sont les chantiers stratégiques qui vont mobiliser les départements du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je commence par l'inspecteur général. Merci. Donc, pour cette année scolaire, les chantiers sont nombreux. Donc, déjà, comme on vous disait, le cap, c'est la performance. Donc, il s'agit d'abord de renforcer la qualité des enseignements apprentissages. Pour que, voilà, il ne suffit pas seulement d'envoyer des élèves à l'école, mais il faut que ces élèves arrivent tous à avoir un très bon niveau scolaire. Et pour cela, donc, le ministère a renforcé l'inspection générale pour qu'il y ait un meilleur suivi des enseignements. Ça veut dire plus d'inspection, un accompagnement pédagogique individualisé des enseignants. Et voilà. Et pour cet suivi individualisé, on a mis en place depuis quelques années et on poursuit encore un programme qui s'appelle Teach Coach. Donc il s'agit de coacher les enseignants. D'accord. Hein, ce n'est pas seulement juste les contrôler, mais on est maintenant dans une phase, dans une logique d'accompagnement. Donc on accompagne l'enseignant et on regarde ses difficultés, voilà, et on le suit dans une logique de coaching. Et voilà. Donc aussi pour aider les enseignants aussi des localités rurales éloignées, et nous avons mis en place aussi un système de mentorat où il y a des enseignants chevronnés de la capitale qui sont envoyés pour une semaine et qui vivent avec l'enseignant, qui restent avec lui et pour lui apporter l'expérience qu'ils ont. Voilà. Donc pour aussi améliorer aussi le suivi des élèves, il y a le livret scolaire, le carnet scolaire est modifié. Donc il y a un système de livret scolaire où ce n'est plus une seule page qu'on remet aux parents, mais c'est tout un livret dans lequel il y a tous les détails, matière par matière, sur le comportement de l'élève, sur ses absences. Et c'est un livret qui suit l'élève d'année en année. Donc l'année dernière, ça a été généralisé au niveau de toutes les classes de première année. Et là, cette année, ce sera généralisé pour les deuxième année. Okay. Et ce livret est amené à suivre l'élève sur toute sa scolarité. Et bien sûr aussi, tout ce travail aussi est accompagné d'une évaluation de tous les acteurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les chefs d'établissement. Donc tout ce monde-là est évalué pour vérifier le renforcement de la qualité des enseignements apprentissages. Alors, autre point aussi qui s'étend cette année, qui a commencé à la fin de l'année dernière, c'est les cours télévisés qui passent à la RTD. Et voilà, ce cours-là, ça aussi, c'est pour apporter plus pour les enfants et pour les familles. Donc, à travers la RTD, et les cours arrivent dans les maisons et les élèves ont plus d'apprentissage. Et en tout cas, d'une autre manière, d'une manière plus ludique, plus vivante, etc. Et un autre chantier aussi pour cette année, c'est la réforme du secondaire.
Donc depuis 2019, le ministère a mené une révision des programmes du primaire et du collège, ce qu'on appelle le fondamental. Donc cette réforme est terminée. Donc les premiers élèves issus de cette réforme de l'enseignement fondamental ont passé le brevet révisé en 2024. Et maintenant, il s'agit de passer à la réforme du lycée. D'accord. Donc, comme vous savez, depuis 2016, Djibouti a son baccalauréat totalement djiboutien. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de mettre en phase le lycée avec la nouvelle ère actuelle, où il y a le numérique, il y a l'intelligence artificielle, où aussi les besoins du marché ont évolué. Et voilà, donc nous allons entamer cette année des consultations aussi au niveau des enseignants, au niveau de la société civile, pour définir ensemble quel lycée nous voulons pour l'avenir pour nos élèves. Alors, autre point aussi, un chantier de cette année, donc c'est un chantier qui a commencé depuis plusieurs années, c'est les écoles bilingues et technologiques, dans lesquelles, qui sont dans toutes les régions. Chaque région dispose actuellement d'une école EBT. Donc cette année, ces élèves passent à la 4e année. Et il s'agit bien sûr d'accompagner cet élargissement. Et dans l'avenir, ces écoles sont amenées aussi à aller aussi dans les rurales, dans les localités rurales aussi. Okay. Et bon, Mme Lula a déjà évoqué aussi, c'est l'élargissement aussi de l'offre éducative pour les élèves à besoins spéciaux. Jusqu'ici, cette offre était seulement dans la capitale. Inch'Allah, cette année, il y a un centre qui va ouvrir à Lissabié et un autre aussi à Tadjoura. Voilà. Et cette offre pour les élèves à besoins spéciaux est amenée à être présente dans toutes les régions pour ne laisser aucun élève en dehors du système éducatif. Alors aussi, un grand chantier aussi cette année, c'est les régions qui ont été dotées d'une direction. Chaque région a une nouvelle direction régionale et de nouveaux chefs de service ont été nommés actuellement dans chacune de ces régions pour rapprocher le ministère des régions et que chaque fois, pour que toute décision, toute intervention ne soit pas seulement attendue depuis la capitale, tout ceci va se faire sur place. Les différentes entités du ministère sont représentées et pour qu'il y ait une facilité d'action au niveau local. En quelque sorte, vous avez décentralisé les décisions. Oui, voilà, c'est une sorte de décentralisation et surtout pour que l'action soit rapide. Parce qu'il n'y ait pas ce délai d'attente et tout ça. Voilà. Ok. Donc, un autre volet aussi, très important pour cette année, c'est le renforcement de l'usage pédagogique du numérique. Donc, le numérique, aujourd'hui, il est un peu présent partout. Donc, et ce renforcement de l'usage pédagogique passe par la formation des acteurs, des différents acteurs, que ce soit les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques, les formateurs, les inspecteurs, à tous les niveaux. Nous voulons renforcer la capacité des acteurs dans l'utilisation pédagogique du numérique. Donc je ne vais pas revenir sur la scolarisation universelle, bien sûr qu'il reste un objectif important du ministère. Alors cette scolarisation, ce n'est pas seulement à l'entrée qu'elle est en train d'augmenter aujourd'hui, et de nouveaux collèges ouvrent un peu partout, des classes de secondaire s'ouvrent un peu partout aujourd'hui. Par exemple, comme à Bouya, on dispose d'une nouvelle classe de seconde, à Odaï, il y a une nouvelle classe de seconde. Et voilà, il y a des collèges aussi qui augmentent aussi. Donc l'offre de scolarisation augmente à tous les niveaux, pas seulement à l'entrée à l'école primaire. Donc par exemple à Tawiou, au Dikil, on a un nouveau collège qui a ouvert ses portes cette année. Voilà, en tout cas les chantiers sont nombreux. Nombreux, oui. Mais voilà, comme on a dit, le mot d'ordre cette année, c'est
qu'il y ait la performance, que partout ce qu'on a fait soit de bonne qualité et nous sommes chargés aussi de mesurer cette qualité et de vérifier si la performance est au rendez-vous. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général de l'éducation. À présent, je passe la parole au secrétaire exécutif de l'Observatoire de qualité. L'inspecteur général vient de résumer en fait les grands chantiers. Le grand chantier, hein, parce que la qualité, elle est un peu transversale. Elle existe partout. Et donc, comme on vient de le préciser, ça passe nécessairement par des évaluations, mais cette fois-ci des évaluations normées, selon les normes que le système éducatif a mis en place et qui deviennent des normes standards nationaux ou nationales pour pouvoir mesurer ce que nous faisons, pour dire où est-ce qu'on en est exactement par rapport à cette qualité recherchée. Parce que la qualité, on vient de le redire encore une fois, elle est transversale, donc il faut d'abord la circonscrire, ensuite l'évaluer et ensuite avancer. Donc ça passe par l'évaluation et le SAC, le système d'assurance qualité, c'est un outil de travail complémentaire qui va être mis au service des équipes pédagogiques, au service des inspecteurs, au service des enseignants pour mieux piloter cette qualité et de voir un peu où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons concernant la performance dont on vient de parler. Voilà donc grosso modo un peu c'est un processus donc, de formation continue qui est axé sur l'amélioration, l'autonomisation et la responsabilisation. Il s'agit d'installer une véritable culture de ce système d'assurance qualité. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire pendant une année et puis on ferme. Ce n'est pas un projet ponctuel, c'est un projet à long terme et qui concerne, comme on l'a dit et répété, tous les niveaux du système éducatif et ça perdure dans le temps également pour qu'on puisse avancer désormais selon les normes standards de qualité où il y a des indicateurs précis pour pouvoir mesurer l'enseignement, la qualité de l'enseignement, la qualité de l'acte pédagogique en question, la qualité de l'offre qu'on donne et également tout ce qui concerne les conditions même des établissements passe par là. Donc il y a énormément de choses à évaluer, mais nous allons passer par étape par étape. Cette année, on a dit qu'on va faire une petite expérience sur 6 établissements. L'année suivante, on va élargir un peu cette expérience. Donc on va aller étape pour qu'on puisse d'abord bien maîtriser l'assurance qualité, la mettre en application et pour pouvoir ensuite avancer. Il va y avoir donc il y a un plan d'action qui a été mis en place avec des périodes. C'est-à-dire on commence par lancer l'expérience, suite à cette expérience durant, on va dire, 3 mois. 3 mois. Et après, au bout de 3 mois, il va y avoir un rapport détaillé sur cette expérience. On va voir où est-ce qu'on en est exactement. Quelles sont les remédiations, quelles sont les choses à revoir, n'est-ce pas? Donc à chaque fois, je ne vais pas détailler ici le plan d'action. Hein. Le plan d'action va durer 3 ans. 3 ans. Voilà, on commence cette année. Et puis, ça ne veut pas dire que seulement ceux qui sont concernés par l'expérience du SAC cette année qui vont travailler sur le système d'assurance, mais tout le monde va travailler. Mais à petits pas à partir du document que nous avons évoqué tout à l'heure. Voilà un peu. Merci beaucoup au secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité. À présent, je passe la parole à la directrice générale du Centre de formation du personnel de l'éducation. Merci encore. Donc, les chantiers du MENFOP sont très nombreux. Et donc, pour accompagner cette ambition d'accompagner la montée en puissance de tous les personnels du ministère. Et à ce titre-là, le CFN développe, en grande partie avec la collaboration de l'inspection générale, plusieurs axes, à savoir de passer d'un plan annuel de formation à un plan triennal et d'offrir à tout ce personnel des formations adaptées à leurs besoins. Donc le plan de formation du personnel pour accompagner le plan de carrière, leur plan de carrière.
Et donc ça c'est un premier axe. Donc à ce titre-là, une stratégie est en cours de finalisation, on va dire. Des travaux ont été entamés, donc elle sera bientôt finalisée et diffusée. Donc ça permettra au ministère d'avoir une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus générale sur le moyen et long terme de la question du personnel en tant que ressources humaines. Ça, c'est un premier axe. Maintenant, par rapport pour mettre en œuvre justement ces orientations, il est clair qu'on a besoin de renforcer les compétences des personnes qui seront chargées de former tout ce personnel-là. Et à ce titre, des partenariats stratégiques ont été signés avec l'Institut des hautes études de la formation de l'éducation de la France, l'IH2EF, donc un partenariat, une convention de partenariat pour nous accompagner à renforcer les capacités du personnel. Voilà, outre la convention signée avec l'Institut des hautes études de l'éducation, l'IH2EF de Poitiers, d'autres conventions sont en cours d'études, notamment avec l'Université de Djibouti, mais également un partenariat stratégique est en réflexion avec l'Institut national du service public, l'ex-ENA. Et au niveau national, donc, un partenariat est envisagé avec l'INAP, qui est amené à former le personnel administratif. Donc les chantiers sont nombreux et donc pour également, on va dire, contribuer au rayonnement de notre pays sur le plan régional. Donc des activités, des conférences scientifiques, des activités d'ordre national et régional font partie du calendrier de mise en œuvre de ces grandes orientations, à savoir donc un événement sur la recherche-action et les innovations qui se tiendra en octobre, mais également un autre événement d'ordre pédagogique sur le numérique et le pédagogique qu'avait évoqué l'inspecteur général. Donc le numérique, l'intelligence artificielle, en fait, toute cette évolution qui est trop rapide, mais que nous devons, on va dire, maîtriser assez rapidement. Donc voilà, donc de nombreuses activités d'ordre, on va dire, de recherche, de réflexion sont planifiées et par rapport justement à la formation de tout ce personnel-là. L'ambition du ministère étant de renforcer leurs capacités en vue d'améliorer leurs performances. Une réflexion est en cours de rendre les formations attractives, voilà, donc tout un chantier, beaucoup de chantiers que je ne pourrais résumer en quelques mots ici. Merci à vous, Madame la Directrice. À présent, je passe la parole sans plus tarder à la Directrice Générale de la Scolarisation. Toujours la même question, les grands chantiers. Merci, Mohamed. Donc, pour atteindre, cette année, sur la circulaire du ministre, il y avait plusieurs choses dont ont parlé les collègues, mais il y a d'abord la performance scolaire. Hein. Donc, pour atteindre la performance scolaire, il est essentiel de suivre plusieurs lignes directrices qui impliquent toute la communauté éducative, les élèves, les chefs d'établissement, les enseignants, les parents et l'administration. Pour les chefs d'établissement et directeurs et directrices d'école, il s'agira de fixer des objectifs clairs. Vous savez, les chefs d'établissement mènent un travail formidable sur le terrain, mais ils sont très vite perdus dans les tâches quotidiennes. Donc cette année, ce qu'on leur demande, c'est de fixer des objectifs clairs, et ils doivent mettre en place une stratégie dès le début de l'année avec les objectifs. Ils devront anticiper, planifier, orienter les établissements scolaires vers ces objectifs-là. Donc leur rôle dépasse la simple administration pour devenir visionnaires. Et ils doivent aussi créer un environnement positif parce qu'on ne peut pas parler de performance si le climat ne s'y prête pas.
donc un climat positif, sain, respectueux, sûr, sécurisé pour les élèves. Cela inclut la prévention des conflits, le soutien du bien-être mental. Et avec le nouvel organigramme, le ministère a mis en place, a créé une direction de la vie scolaire. Cette direction va vraiment suivre les enfants dans les préventions des conflits, dans les soutiens du bien-être, parce qu'on a créé un service d'appui social. Ah, d'accord. Donc, pour éviter tout ce qui est décrochage, on est en train de mettre en place un dispositif pour prévenir, parce que vaut mieux prévenir que guérir, voilà, lutter contre les décrochages. Pour les enseignants, vous savez que les enseignants sont l'épine dorsale du système éducatif. Le rôle est fondamental dans cette performance. Donc, nous attendons leur engagement, leur dévouement. L'inspection est là pour les encadrer, le centre CFF est là pour les former. Donc, ce sont les véritables artisans de cette performance qu'on recherche. Pour les élèves, la première étape pour réussir pour un enfant, c'est d'abord de croire en ses capacités, se faire confiance, n'est-ce pas? Et ensuite, il faudra travailler dur pour atteindre les objectifs de réussite. Chaque petit pas compte, même si le défi est grand, il est possible de surmonter. Donc c'est à nous, enseignants, c'est à nous, administration, d'apprendre aux enfants déjà à se faire confiance et à travailler dur et à se fixer des objectifs. Enfin, il faudra que ces enfants développent ce qu'on appelle une curiosité intellectuelle. N'est-ce pas? Donc une fois qu'ils savent où ils vont, il faudra qu'ils cherchent, qu'ils posent des questions, qu'ils lisent beaucoup de livres, qu'ils fassent des expériences et les enseignants, l'équipe est là pour les accompagner. Je voudrais aussi parler dans notre circulaire, cette année, on met l'accent aussi sur le système d'information et de gestion de l'éducation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion administrative, c'est une plateforme stratégique qui va permettre de transformer les données en informations exploitables pour qu'on puisse piloter le système éducatif d'une manière efficace, équitable et transparente. Et à travers le SIGE, il a été conçu 2 autres plateformes numériques qui sont, elles, conçues pour centraliser, automatiser les tâches administratives et pédagogiques des établissements scolaires. Leur objectif principal est de faciliter la gestion quotidienne de l'école et fournir des données fiables. Donc, à quoi elles servent exactement? Premièrement, à rassembler les informations. Ils centralisent toutes les données par rapport aux élèves. Leur nom, leur identité, leurs notes, leurs absences, leurs besoins spécifiques. Chaque élève a un numéro, un matricule, dès qu'il entre à l'école préscolaire ou en première année. Et ce matricule va le suivre tout au long de sa cursus scolaire. Nous, ça nous permet de suivre cet enfant et de lutter contre le décrochage, parce qu'avec ce numéro, on sait qui n'est plus dans la liste et on sera amené à rechercher, à essayer de récupérer l'enfant. Et ça nous permet également d'améliorer la communication avec les parents. À travers ces plateformes qu'on appelle GOES et Smith, les parents pourront consulter les données sur leurs élèves, c'est-à-dire les bulletins scolaires, leurs notes, leurs absences. Et cette année, nous voulons activer les notifications. C'est-à-dire qu'on va envoyer des notifications aux parents. Par exemple, votre enfant n'est pas venu aujourd'hui à l'école. Donc ça nous permet de suivre, les enfants par SMS, oui. Donc voilà à peu près parmi ce qui figure les grands chantiers. Merci à vous donc de nous donner ces éclaircissements. Nous arrivons au terme de cette table ronde, mesdames et messieurs. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez transmettre, tout en profitant de cette occasion, à la communauté éducative et surtout aux parents qui vous regardent ce soir? Bien, merci pour cette question. Donc, on a beaucoup de messages aux parents, aux élèves, aux enseignants. Et je vais être très bref. Mon message aux élèves, c'est de croire en leurs capacités. Aujourd'hui, chez nous, l'école est un véritable ascenseur social. Donc tout le monde peut réussir,
quel que soit un élève des régions, un élève de la capitale, tout le monde peut réussir sa scolarité. Et déjà, à tous les examens, nous voyons que les meilleurs élèves ne sont pas forcément concentrés dans la capitale. Donc chacun peut arriver à avoir une bonne éducation. Et je réponds. Donc chaque élève peut espérer terminer le cursus scolaire brillamment. Donc il faut que je demande aux élèves de croire en eux-mêmes. Et pour les enseignants aussi, j'ai un message aux enseignants, c'est de donner du meilleur d'eux-mêmes et de croire en leurs élèves et surtout de se donner la mission de faire réussir tous les élèves. Pas une petite cohorte, mais de faire réussir chacun de leurs élèves. Et bien sûr, c'est la même chose pour les chefs d'établissement et tout ça. Alors, aux parents aussi, on dit de suivre la scolarité de leurs enfants, de venir régulièrement dans les établissements scolaires pour s'informer. Et bien sûr, comme la directrice générale de la scolarité en a parlé, il y a un système d'information par SMS, tout ça sera mis en place. Mais en plus, je demande aux parents de s'intéresser davantage à ce qui se passe dans l'école, à travers le comité des parents d'élèves, à travers différents dispositifs qui sont là. Et aux élèves aussi et aux enseignants, nous avons mis, depuis plusieurs années, cette année aussi, c'est en train de s'élargir, beaucoup de compétitions au niveau national pour les élèves, pour les tirer vers le haut, et aussi des compétitions à l'international. Donc Djibouti participe depuis quelques années à des Olympiades internationales, et cette année aussi, ces objectifs sont fixés dans la circulaire du ministre. Donc il y aura beaucoup plus de participation à des Olympiades internationales. Et voilà, nos élèves, dans chacune des participations qu'on a fait au niveau international, on a toujours eu des médailles. Donc notre place à l'international, c'est à nous de la gagner et d'y croire. Merci. À vous, monsieur le secrétaire exécutif de l'Observatoire. Voilà, pour ma part, le mot de la fin se résume en un seul mot. L'engagement de tous est plus que primordial. Voilà, donc et je souhaite à tout le monde une année scolaire pleine de succès. Voilà. Merci à vous. Madame la directrice. Pour le mot de la fin, moi je dirais à tout le personnel du MENFOP que la formation est ouverte à tout le monde et la formation tout au long de la vie nous permet de mieux exercer notre métier. On apprend tous les jours et en tout temps. Le CEFEN s'efforcera d'offrir à tout le monde des formations adaptées aux besoins de tout un chacun. Et voilà, encore faut-il avoir cette volonté de s'auto-former, de venir vers le renforcement de capacités qui permettra au ministère quand même d'atteindre cette performance exigée. Voilà. D'accord, merci. Enfin, la directrice de la scolarisation. Merci Mohamed. Donc, moi, je voudrais m'adresser à toute la communauté éducative. Quand on dit communauté éducative, il y a les élèves, les chefs d'établissement, les enseignants et les parents. Donc, pour les élèves, je leur dirais que la rentrée, c'est un nouveau départ. C'est l'occasion de retrouver vos amis, de découvrir de nouveaux profs. Mais il ne faut pas oublier que chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Je leur dirais que les vacances sont terminées, qu'ils doivent travailler dur à l'école et à la maison. Parce qu'ils sont très précieux pour nous, parce que c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Par rapport aux chefs d'établissement, je dirais que je rappelle que cette année, le maître mot est la performance et il joue un rôle clé dans cette performance. Et ils sont à la fois gestionnaires, pédagogues et meneurs d'équipe. Ils doivent rassembler autour d'eux une équipe, une communauté éducative et la performance dépend du leadership du chef d'établissement. Nous allons vous accompagner et je sais qu'ensemble, nous pouvons atteindre d'autres sommets. Par rapport aux enseignants, chers enseignants,
chère enseignante, vous avez entre vos mains les futurs médecins, les futurs ingénieurs, les futurs enseignants, l'avenir de ces pays. Donc on compte sur votre dévouement pour faire réussir tous les élèves, comme l'a dit l'inspecteur général. Toute la communauté éducative est là pour vous soutenir. Par rapport aux parents, vous savez, les parents, on dit que c'est les premiers pédagogues. Hein. Oui. C'est eux qui commencent à apprendre les premières valeurs, les règles de vie. Et quand l'enfant est scolarisé, il faut continuer à les suivre. Il faut participer aux réunions des parents-profs. Il faut participer aux activités scolaires de l'établissement. Il faut être là. Parce qu'on remarque à chaque fois que les enfants les mieux suivis par les parents sont les meilleurs. Donc j'ai dit, soyez avec nous et bonne rentrée à toutes et à tous. Merci. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette table ronde. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à ces questions. Bien sûr, vous avez entendu le mot de clôture de ces hauts responsables à l'ensemble de la communauté éducative. Ils vous souhaitent une très bonne rentrée scolaire cette année et surtout un message aux parents, bien évidemment, suivre de près vos enfants. Et surtout cette année, je crois que les élèves vont retenir une seule chose de cette rencontre ou de cette table ronde, c'est-à-dire les notifications par SMS aux parents. Attention les enfants, celui qui sèche les cours donc, sera averti, ses parents seront avertis grâce à un système mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En tout cas, je dis bravo au ministère, franchement. Chaque année, le ministère met en place une nouvelle politique qui amplifie, qui modernise l'éducation nationale, bien sûr qui élargit aussi dans la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur. Le ministère, je veux dire, de l'Éducation nationale ne cesse de nous impressionner chaque année. On vous félicite et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire et bonne chance aux élèves.